On manifestera et on continuera à s'exprimer, de se mobiliser jusqu'au retrait de la réforme. Alors oui, nous demandons un effort aux Français, mais nous le faisons parce que c'est la seule façon de préserver l'avenir de nos retraites. Avant même de se poser la question de savoir combien il y aurait de personnes dans la rue, ce que nous voulons, c'est rentrer dans la phase de discussion, d'explication et d'échange avec les Français. Le gouvernement fait comme si le mouvement social n'existait pas. Il fait comme s'il n'y avait pas 3 personnes sur 4 qui rejetaient cette loi. Pourquoi appeler Laurent Berger et pas Philippe Martinez? Vous essayez de fissurer en fait le Front syndical. Vous essayez de négocier avec certains et pas avec d'autres. On n'est pas dans une logique d'affrontement, dans une logique de bloc à bloc. On est dans une logique qui consiste à porter une réforme et à continuer à expliquer que cette réforme est nécessaire. La force est de notre côté, c'est la force du terrain, c'est la force du mouvement social. Il faut que vous reveniez à la raison, que vous soyez responsable et que vous retiriez ce projet de loi. C'est la seule alternative aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. 11 février, la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé entre 1 million et 2,5 millions de personnes en France, selon que l'on regarde les chiffres des syndicats ou de la police. C'est moins que le 31 janvier, mais plus que le 7 février. La contestation ne s'essouffle pas, sans que le gouvernement ne semble vaciller pour autant. Alors dans les cortèges, la question de la suite du mouvement est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, on ne parle que de grève reconductible et de blocage du pays. La solution après, on le sait, c'est qu'il va falloir renforcer déjà cette semaine 2 mouvements. Ça a été dit ce matin avec l'intersyndical, l'interprofessionnel. Le 7, effectivement, un jour de blocage. On va voir effectivement comment ça part. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les salariés sont très motivés. Les salariés sont pleinement investis. Donc oui, ils ont intérêt à entendre, et c'est la moindre des choses. Et on voit effectivement que c'est massif. Donc à un moment qu'on a une majorité contre soi, qu'on refuse d'entendre les manifestations qui réunissent des millions de personnes dans le pays, manifestement aujourd'hui la seule solution qui reste, ça va être la grève générale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner dans ce pays et nous on est favorable à ce que cette grève elle soit reconductible. C'est-à-dire que les salariés en grève ils se réunissent en assemblée générale et ils décident de poursuivre le mouvement jusqu'à ce que le gouvernement retire sa réforme. Aujourd'hui il faut vraiment qu'on discute partout où on est, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, comment on amplifie le mouvement. Pour moi il faut l'amplifier, il faut qu'on arrête tous le même jour. Et franchement on a une occasion là, avec le 7 mars qui est déjà appelé et partir en reconductible. La RATP, ils appellent à partir en reconductible. L'éducation, il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on arrête tous. La RATP a d'ores et déjà appelé à une grève reconductible et prolongée pour obtenir l'abandon du projet. On va se diriger vers une grève totale, hein. Ça va se terminer où le pays va s'arrêter et tout le monde va se mettre en grève. De toute façon, arrivé un moment, avec tout ce qui se passe, l'inflation et tout ça, on n'a plus les moyens de vivre, on est en train de survivre là. On sait aussi que ce gouvernement n'entend pas, ça suffit. La responsabilité c'est bien eux, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui le prouvent, il y a un rejet massif, ça doit être entendu. Les prochaines échéances du mouvement, c'est donc ce 16 février et surtout le 7 mars qui, selon les syndicats, sera le jour où la France va s'arrêter si le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Les moyens d'action ne sont pas encore arrêtés, mais certaines stratégies diffèrent déjà. Au niveau national, la CGT et Solidaire sont favorables à des grèves reconductibles, mais la proposition ne fait pas consensus parmi les autres organisations syndicales. Quoi qu'ils en disent quand on leur pose la question. On n'est pas dans la logique de la grève reconductible. Vous savez, la grève reconductible, ça peut faire un titre, mais ça nécessite que les salariés soient d'accord derrière, quoi. Il y a une construction d'un mouvement qui se veut extrêmement construit depuis le début, pensé. Et il y a un consensus qui est que le 7, on veut une journée de mobilisation qui soit très forte et qui ne soit pas simplement par le biais de manifestations. Mais on peut faire d'autres initiatives qui sont tout aussi bénéfiques, parfois symboliques, comme par exemple être dans un lieu de travail, quel que soit, dans une entreprise ou l'administration, et décider pendant une demi-journée de stopper la production et de prendre le temps de discuter sur les évolutions du travail. Ces choses-là se décident avec les salariés concernés. Et donc oui, il y a des discussions qui sont en cours dans les entreprises, dans les services, sur les modalités d'action. Le 16, le 7, il y a traditionnellement des mobilisations le 8 mars, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Il y a toujours des manifestations ce jour-là. Voilà, c'est des discussions qui sont en cours. Nous, on n'a jamais caché que si les manifestations ne suffisaient pas, et ce qui est le cas, pourtant il y a du monde dans les rues, il fallait passer un cran au-dessus.
Et donc nos équipes, nos syndiqués, ils discutent avec leurs collègues dans les boîtes pour savoir comment on peut faire en sorte de monter d'un cran. Mais c'est pas moi qui vais décider à leur place. La grève, générale ou pas, ne se déciderait pas dans les centrales syndicales, mais bien à l'initiative des salariés dans les entreprises. Même son de cloche chez Force ouvrière. Le 7, on met la France à l'arrêt. Le soir, il y aura des assemblées générales dans les syndicats, et qu'ils soient du public comme du privé, dans les branches professionnelles, pour regarder s'ils reconduisent la grève le lendemain. La grève ne se décrète pas, elle se construit, et c'est les grévistes qui décident s'ils la reconduisent ou pas. Quelle que soit la forme, la tendance générale est au durcissement du ton. Alors vers quoi va évoluer ce mouvement social contre les retraites ? Peut-il espérer faire plier le gouvernement sans un blocage total du pays? Que nous apprennent les batailles du passé? Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai invité Claude Didry, sociologue du travail et du dialogue social. Bonjour Claude Didry. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et au Centre Maurice Halbwachs, et vous développez depuis plusieurs années une sociologie historique du droit du travail, de l'innovation et des relations interprofessionnelles. Aujourd'hui, avec vous, je voulais parler de la séquence sociale que nous vivons, ce mouvement contre la réforme des retraites. Comment le jugez-vous, ce mouvement-là ? Je le juge particulièrement impressionnant. Il y a une affluence dans les manifestations qui se succèdent, qui est très étonnante, y compris lorsque ces séquences de manifestations sont rapprochées. Donc, le rôle des syndicats, là, est pleinement reconnu, mais ce rôle des syndicats est un moteur d'entraînement qui a une efficacité énorme, me semble-t-il. Le 31 janvier, la CGT revendique 3 millions de personnes dans les rues de France. Oui. Ça fait des décennies qu'on n'avait pas connu ça. Absolument. Qu'importe les divergences, ce qui importe, c'est de voir l'étiage que l'on atteint dans tous les cas, et avec une affluence qui ne se dément pas d'une manifestation à l'autre. Mais peut-être de manière également plus profonde, je voulais apporter un sentiment personnel. C'est un sentiment qui me vient des gens que je rencontre ici et là, et d'une profonde indignation à l'égard de cette réforme. Et donc qui s'accompagne par la même occasion d'un profond attachement à l'institution des retraites. Et je dirais peut-être plus généralement à l'institution de la sécurité sociale. Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce mouvement dans toute sa solennité. C'est-à-dire que, à mes yeux, ce qui se révèle dans ce mouvement, c'est une assemblée de citoyens, ce que Durkheim, le père fondateur de la sociologie, évoquait comme une forme de religion civique. Et qui, là, pourrait prendre la dimension d'une religion sociale par laquelle on se remémore le geste fondateur des créateurs de la sécurité sociale, c'est-à-dire les trois grands personnages que furent Alexandre Parodi, Pierre Laroque et Ambroise Croizat dans la création de cette institution qui remonte formellement au décret du 4 octobre 1945. Je crois qu'on a là quelque chose d'extrêmement solennel qui se met en place, et le pouvoir politique là, a déclenché quelque chose qui me semble être de l'ordre d'une religion sociale, pas simplement d'un État social, d'un attachement à quelque chose qui est considéré en un sens comme sacré, en un sens comme une de ces institutions fondamentales sur laquelle repose la société. À certains égards, on pourrait même imaginer que dans un régime politique refondé, la date du 4 octobre 1945 devienne aussi une fête nationale, au même titre que le 1er mai ou le 14 juillet. Et c'est à cette impensée, en tout cas ce sentiment d'acquis d'un des piliers de la société que le gouvernement s'attaque, ou en tout cas c'est perçu comme une attaque et une régression fondamentale. Tout à fait. C'est perçu comme quelque chose qui touche au cœur nos concitoyens de manière très large. Les sondages d'opinion valent ce qu'ils valent, mais convergent quand même sur un rejet de cette réforme entre 60, 70, quelquefois 80% des interrogés. Donc on a quelque chose là qui est fort, je crois. Et c'est cette force, moi, qui m'impressionne dans sa dimension de sacralité des retraites. Et donc, par là même, dans ce que ça veut dire de porter atteinte à ce système de retraite de manière
aussi réductrice, c'est-à-dire avec des règles comptables d'une brutalité incroyable, une absence de pragmatisme. On ne tolère pas 17 milliards de déficit. En revanche, on tolère 150 milliards de subventions annuelles aux entreprises. Je rapporte là un chiffre que donnait M. Darmanin aux Échos en 2018. Depuis, avec la Covid, les choses ont sans doute connu des évolutions croissantes. Mais on voit le déséquilibre qui peut exister dans la vie sociale. Alors pourquoi, disons, une telle violence, un tel acharnement de la part du gouvernement et du président de la République? La question se pose. L'exécutif, il n'a pas pris la mesure de la profondeur de l'opposition à son projet? Il est surpris, vous pensez? Non, je crois qu'il y a aussi une forme de défi peut-être dans cette réforme, un peu en inaugurant, disons, le quinquennat 2, de la même manière que le quinquennat 1 avait été inauguré à travers les ordonnances du 22 septembre 2017. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, les retours contre ces ordonnances, qui pourtant portaient atteinte à un des piliers du salariat, qui est le contrat à durée indéterminée, avec la barémisation des dommages en cas de licenciement non justifié, eh bien, ce qu'on a appelé les ordonnances Macron. Les ordonnances Macron, voilà, tout à fait. Cela n'avait pas provoqué de véritable mouvement social, si ce n'est un début de mouvement social qui, à l'époque, avait malgré tout inquiété le gouvernement, qui était un mouvement de chauffeurs routiers qui voyaient dans la remise en cause de ces institutions, notamment de la négociation de branche, le risque d'être privé des frais de route qui font la part du salaire des routiers et devant lequel donc le ministre du Transport et la ministre du Travail ont vite fait marche arrière à l'époque. Mais en dehors de cela, disons, on avait eu une attaque assez forte. Je crois que la faiblesse de la réaction à l'époque, elle tenait aussi à une lassitude. C'est-à-dire à une lassitude face à un quinquennat précédent, celui de M. Hollande, qui a été un quinquennat profondément dur à l'égard du droit du travail et de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, je crois que les choses se présentent différemment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est atteint et qui est atteint profondément et qui ne passera plus dans l'avenir. Je crois qu'on atteint une limite et on touche à des valeurs extrêmement fondamentales pour la société française. Je crois que le défi, là, va être important. Alors, si vous me le permettez, je crois que le mouvement que nous connaissons, d'ores et déjà, et par son ampleur, à mon avis, il va discréditer durablement la majorité présidentielle. Pas uniquement au niveau de la tête de l'État, au niveau de M. Macron lui-même. Il va discréditer durablement la majorité présidentielle au niveau des représentants élus, des députés, auxquels, je pense, de nombreux citoyens seront tentés de demander des comptes. J'imagine, dans les prochaines campagnes électorales, il va y en avoir, les européennes, etc., j'imagine la position de représentants de Renaissance, par exemple, sur un marché. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les comptes seront demandés à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, je crois que d'ores et déjà, c'est une réforme qui, en un sens, pour la majorité présidentielle, est une forme de réforme à un coup, au lendemain duquel il sera bien difficile de faire entendre sa voix auprès de citoyens, auprès d'un peuple qui aura été profondément blessé. Et ce, quelle que soit l'issue, justement. Parlant d'issue, ce mouvement est souvent comparé à celui de 95 du plan Juppé. Et justement, en 95, Alain Juppé avait dit « Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas ». La CGT, le 31, revendique 3 millions. Et pourtant, du côté d'Elisabeth Borne, c'est le pas d'état d'âme. On est droit dans ses bottes. Qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre les politiques, l'exécutif et le camp social, les syndicats, depuis ? J'ai le sentiment que la présidence Chirac, en 1995, c'était autre chose. C'était l'incarnation d'une légitimité républicaine,
certes, avec des écarts à droite comme en 1986, mais avec quand même un attachement au gaullisme qui aujourd'hui est totalement perdu. On peut imaginer que M. Macron et sa majorité aient des liens avec la gauche socialiste. Mais que reste-t-il du Parti socialiste aujourd'hui, après notamment la présidence Hollande, dont M. Macron est l'héritier direct. Et on arrive à quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre de l'entêtement thatchérien face à la grève des mineurs, ou de l'entêtement reaganien face à la grève des aiguilleurs du ciel dans les années 80, que du souci de maintenir les institutions structurantes de la société française. C'est à ça qu'on assiste, un conflit entre deux légitimités assez fragilisées, celle du président de la République et de l'autre les syndicats qui reprennent des couleurs à l'aune de ce conflit-là? Oui, tout à fait. On assiste à une renaissance, si vous me le permettez, de la capacité d'action des syndicats qui se forment notamment à travers une convergence de ces syndicats face à une réforme perçue comme profondément injuste. Là, on a une intersyndicale avec les 8 grands syndicats, de la CGT à la CFDT, qu'on n'a pas connue non plus depuis 15 ans. Tout à fait. Depuis extrêmement longtemps, je dirais qu'en 1995, on ne la connaissait pas non plus. Donc, c'est peut-être ce qui fait aussi le caractère unique du mouvement que nous connaissons aujourd'hui, qui va, à mes yeux, au-delà du mouvement de 1995. Et je crois qu'il va au-delà du mouvement de 1995 dans la mesure où il se fonde et il permet d'approfondir cette institution que constituent les retraites et que constitue la sécurité sociale. Ce mouvement, il repose sur ces acteurs que l'on a dit à un moment donné, et en un sens, à juste titre, face aux agressions politiques, menacées. Laurent Berger l'évoquait, nous syndicats, nous sommes mortels. Parce que les syndicats ont besoin, pour exister aussi, d'une bienveillance politique qui manifestement aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Mais ce que l'on constate, c'est que nous avons aussi ce second droit fondamental, en quelque sorte, qui se réaffirme dans le mouvement actuel, droit à l'assurance sociale et à la retraite, mais aussi droit syndical comme liberté fondamentale dans un pays démocratique comme la France, qui nous rappelle que une démocratie, ça n'est pas simplement l'élection de députés, c'est aussi la capacité d'élire des représentants libres et indépendants dans les entreprises pour porter la voix des travailleuses et des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est un fait social tout aussi majeur que l'on constate dans ce mouvement et qui, en un sens, rattrape, remet en cause toutes ces réformes des années 2010-2017 qui ont profondément affaibli et le contrat de travail et la représentation des salariés. On a une régénération du syndicalisme français. On assiste à ça ? Il est certain que ces grands mouvements sociaux... Alors on a eu, par exemple, une renaissance, si vous me permettez, de la grève, enfin, une revivification de la grève en 2016 avec la loi dite El Khomri. Là, je pense que l'année 2023 traduira aussi ce regain syndical, et il reste à imaginer qu'il se poursuive, parce que je crois que dans une société comme la nôtre, l'existence de ces corps intermédiaires, qui sont représentés d'ailleurs au Conseil économique, social et environnemental, elle est fondamentale pour faire exister la démocratie et pour, en un sens, amener à réfléchir à autre chose qu'à la grandeur de la nation et à une version beaucoup plus autoritaire, peut-être même totalitaire, de la société. Là, nous sommes en train de vivre la fin de la première séquence parlementaire, vendredi à minuit, quelle que soit l'issue, quel que soit le nombre d'amendements votés, quel que soit le nombre de points étudiés dans la réforme. Le texte quittera l'Assemblée pour aller au Sénat.
Donc cette première séquence est en train de se clore. Et la question qui se pose pour les syndicats, c'est que faire ensuite? Parce que pour l'instant, l'exécutif n'a pas bougé d'un iota. On verra ce qui se passe à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut aller vers un durcissement du mouvement? On a déjà une journée d'action le 7 mars, où là, les syndicats expliquent que c'est la dernier avertissement. Ils vont bloquer le pays. Ils annoncent une France à l'arrêt ce jour-là. Mais est-ce qu'il faut aller vers un mode d'action, une grève plus prolongée, continue dans certains secteurs, une grève générale? Si vous me permettez, je voudrais vous répondre en sociologue, c'est-à-dire avec une distance d'intellectuel par rapport aux praticiens, aux responsables syndicaux qui sont directement dans l'action. Je n'ai pas de leçon à leur donner, si vous voulez. Simplement quelques remarques. La première remarque, c'est la question de la grève générale. Je crois que la grève générale ne se décrète pas. Tous les syndicalistes nous le disent, c'est pas à eux de décréter la grève. Voilà, et je pense qu'un syndicaliste n'est pas en mesure de déclencher la grève générale. Ce sont des choses qui arrivent de manière incidente et quand on ne s'y attend pas, si vous voulez. Donc, cette orientation me paraît difficile à tenir. Il peut y avoir d'autres orientations, peut-être qui auraient une portée pour tenir sur la distance, comme en 1995, puisque en 1995, la puissance du mouvement reposait sur la grève des services publics du transport, c'est-à-dire, dans mon souvenir, de la SNCF et puis de la RATP. Cet après-midi, les responsables de la SNCF, de la RATP et surtout les représentants des compagnies d'autocars privés ont donc rencontré Bernard Pons et Anne-Marie Idrac, les responsables gouvernementaux des transports. Objectif, pallier la paralysie totale, demain encore, des transports en commun en Ile-de-France. Est-ce que on trouvera du côté de ces groupes professionnels les ressources, l'enthousiasme, la ferveur, je dirais, pour aller jusqu'à cette grève qui accompagne peut-être autre chose? On ne peut pas non plus, de ce point de vue-là, se prononcer. La RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7. Oui, vous évoquez les syndicats de la RATP. Oui. C'est encore différent. Oui, que les chauffeurs parce que M. Castex n'appelle pas à une grève reconductible. Non, les syndicats. On ne sait jamais. Oui. Peut-être que lui-même est assez réticent à l'égard de cette réforme. Je l'imagine volontiers. Et donc, c'est quelque chose qui reste à voir. Je crois, moi, ce qui m'a impressionné aussi dans les manifestations que nous avons connues, c'est la mobilisation au cours des manifestations dans l'ensemble des villes des régions françaises, et y compris des villes moyennes, voire petites. Et donc, c'est un mouvement qui est profondément ancré territorialement. J'y pense à cause de M. Castex, qui est très soucieux de cette légitimité territoriale. Et je me dis que face à cela, il va peut-être y avoir une certaine réflexion du pouvoir politique. J'ai entendu parler de réticence d'un certain nombre d'élus, les Républicains, issus de cet univers rural qu'ils représentent en grande partie, et les choses de ce point de vue-là ne sont pas jouées. Et en un sens, on est tenté de dire malheur à celui qui poussera cette réforme au regard du ressentiment qu'il créera partout en France. Les syndicats jouent là-dessus d'ailleurs, parce que la grève, la prochaine, c'est celle du 16, de ce jeudi. Quand on discute avec les leaders syndicaux, c'est une mobilisation qui est en direction de la province, des secteurs qui sont déjà en vacances et où les gens qui, pour des raisons financières ou d'emploi du temps, n'auraient pas pu se rendre disponibles, vont pouvoir, dans les circonscriptions, se mobiliser dans les petites villes et moyennes et mettre la pression sur les parlementaires au moment même où le texte finit de passer son parcours à l'Assemblée. Oui, tout à fait. C'est une stratégie qui est importante parce que, revenons à la grève, c'est vrai que demander aux gens de faire grève, aux travailleuses, aux travailleurs de faire grève, c'est aussi leur demander un sacrifice salarial et c'est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui. Surtout avec l'inflation qu'on connaît. Voilà. Donc, et puis, donc il y a effectivement besoin d'exprimer, de donner place à l'expression de cet attachement à la retraite après
comment pousser les feux par la suite, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Enfin, du moins, moi, je ne le sais pas. Oui, parce que pour un mouvement de cette ampleur, il y a plusieurs scénarios. C'est comment il atterrit. Est-ce qu'il va s'embourber? Est-ce qu'au contraire, il va réussir à maintenir la pression? Ça, c'est les semaines qui arrivent qui vont être déterminantes. Et ce que vous nous dites, c'est que c'est assez compliqué de tirer des conjectures sur comment ça va évoluer. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une difficulté et imaginons que ce projet de loi aille jusqu'à son terme, ce qui n'est pas impossible. La suite sera par contre beaucoup plus difficile pour le gouvernement et surtout pour les députés du groupe La Renaissance. Enfin, moi, je n'aimerais pas être à leur place dans les circonscriptions dont ils sont élus, faisant face aux électeurs de leur circonscription pour justifier cette atteinte à la retraite. Une atteinte à la fois en termes de durée de cotisation, mais une atteinte aussi en termes de pension de retraite, donc en termes de pouvoir d'achat futur des retraités. Donc, il y a là quelque chose qui est difficile à supporter. Et puis, peut-être autre chose, moi, qui me crée un certain ressentiment personnel, c'est le fait qu'on ne discute pas de questions urgentes pendant ce temps. C'est une question, les retraites, qui est soulevée, et de manière sans doute un peu artificielle, alors qu'on avait parlé de la question des EHPAD, la question de la dépendance du grand âge, qui est aujourd'hui au point mort, à mon sens. Et de la même manière, sur les questions de changement climatique, d'environnement, les choses sont assez au point mort. Et pourtant, les urgences, où sont-elles? Elles sont plutôt là. Du moins dans le cas des EHPAD, avec ce que l'épidémie du Covid a révélé, et puis dans le cas du changement climatique et des catastrophes climatiques que nous vivons. Donc il y a là quelque chose dans cet agenda de la majorité présidentielle qui est fondamentalement étonnant, enfin qui est une manière de repousser les priorités assez consternantes. Qu'est-ce que c'est? C'est purement idéologique? Probablement. Je crois qu'il y a une sorte de défi, peut-être de l'ordre du défi personnel pour le président de la République, que d'arriver à cette réforme. Et c'est une chose qui, en un sens, peut apparaître comme sa marque de fabrique, du moins lorsqu'il a été élu en 2017, et peut-être tente-t-il d'être, en un sens, fidèle à cette image, en allant, à mon avis, largement trop loin. Peut-être que c'est aussi la base d'une ouverture nouvelle sur des projets, sur autre chose, sur les retraites de l'avenir, sur les réformes à prendre. Enfin, je crois que ce que tout cela met au jour, c'est le renoncement depuis les années 90 à toute réforme qui ajuste les cotisations sociales aux évolutions démographiques. J'ai en tête des données de Michael Zemmour, un des spécialistes de la question, qui évoque une hausse de 0,5% des cotisations par an pour digérer le déficit qui est prévu par le corps. Donc, on est dans des démarches d'ajustement qui mériteraient d'être reprises au lieu d'aller dans le sens d'une diminution des droits des retraités. Enfin, pour renouer avec, disons, la séquence de progrès social qu'avait ouverte l'ordonnance du 4 octobre 1945, suivie de nombreuses ordonnances ultérieurement. Donc, il y a ce geste à retrouver. Alors, en un sens, vous évoquiez l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est aussi pour les mouvements politiques, d'avoir autre chose en tête que la dichotomie entre, d'un côté, le démantèlement, ou du moins l'arasement progressif du côté droit ou centre-droit avec Renaissance, et d'un autre côté, l'opposition aux réformes pour ce qui est des partis d'opposition. Justement, opposition. Est-ce qu'il n'y ait pas temps aujourd'hui de concevoir des projets
pour l'avenir qui renoue avec l'esprit de conquête qui fut celui de 1945. Je pense notamment à la revalorisation des pensions de retraite. Je pense notamment au souci que les retraites continuent véritablement le salaire. Dans une société française qui repose profondément sur le salariat et sur l'emploi stable, il faut l'admettre, il faut le reconnaître, et où cette valeur de la retraite comme continuation du travail salarié, eh bien, est une valeur qui demeure cruciale. Alors, que faire par rapport à ça ? Que faire, par exemple, pour faire en sorte que les pensions qui aujourd'hui représentent en moyenne 73 à 75, voire 80% du dernier salaire, eh bien, arrivent vers la conservation du salaire. On a encore des marges de progression de ce côté-là. Donc, il y a là, je crois, des réflexions à mener, des projets à construire dans lesquels le rôle du politique va être important. Si le politique, et je le redoute, se met au travail, et je redoute qu'aujourd'hui, il ne s'y mette pas, pris qu'il est dans des jeux stratégiques. Il est important de se mettre à réfléchir à la retraite de demain comme en 1945, on a utilisé la réflexion des années 30 pour bâtir la retraite que nous vivons aujourd'hui. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Et si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Blast est en pleine campagne des marioles et ils ont besoin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.